Bonsoir à toutes et à tous. Après l'automne tragique qu'a vécu notre pays, après les 3 assassinats perpétrés par des djihadistes, après la campagne qui a été menée contre notre pays et contre le président de la République, le gouvernement a souhaité réagir en mettant en examen un projet de loi intitulé Projet de loi confortant les principes républicains. Ce projet de loi, qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre, est au jour où nous réunissons soumis à l'avis du Conseil d'État et sera débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat au mois de janvier. Il a suscité d'ores et déjà beaucoup de commentaires et il nous a semblé, à la chaire Moyen-Orient-Méditerranée de l'École normale supérieure, que la meilleure des choses était d'en parler avec ceux-là même qui en avaient été les concepteurs et d'organiser, dans la grande tradition de cette maison, un dialogue, si j'ose dire, entre le savant et le politique pour nous permettre d'éclairer ce débat. Alors le politique, c'est vous, monsieur le ministre, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement, et le savant, c'est le professeur Bernard Rougier, professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, où il dirige le Centre d'études sur l'Orient contemporain. Pour ma part, j'introduirai donc le débat et également donc, nous avons demandé aux étudiants du master Moyen-Orient-Méditerranée de l'École normale supérieure de poser des questions, puisque le confinement nous empêchant de mener l'opération en direct, donc il nous a semblé qu'il était intéressant, outre le propos du professeur et du spécialiste, de sentir la façon dont les étudiants qui travaillent sur ces questions perçoivent les enjeux, le projet de loi, la situation et autres, et d'organiser ainsi un dialogue aussi intergénérationnel. Donc ce débat sera au format de notre séminaire de 2 heures à l'École normale supérieure. Il est destiné d'abord donc aux étudiants qui ne peuvent pas le voir en direct, mais il sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux pour les auditeurs habituels du séminaire Violence et dogmes, et également sur un certain nombre de réseaux qui permettront à un large public d'y avoir accès. Je vous remercie et maintenant la parole va être au professeur Bernard Rougier et au ministre Laurent Nunez. Professeur Bernard Rougier, pouvez-vous nous présenter le contexte dans lequel le projet de loi est en train de prendre forme ? Alors ce contexte, c'est celui en quelque sorte que mon équipe et moi-même avons découvert, mais nous n'étions pas les seuls, c'est-à-dire l'état de l'islam en France et en fait le poids de l'islamisme à l'intérieur des expressions de l'islam en France. L'idée que sur les 20 dernières années, une dynamique islamiste, et en particulier une dynamique salafiste, s'est emparée de la prédication, des pratiques, du vêtement, de la nourriture. Et à travers des filets, en réalité, que nous avons lancés un peu partout, dans les prisons, dans les quartiers, dans les clubs de sport, dans les différents lieux de socialisation, on s'est aperçu que les discours se ressemblaient, que la France était en quelque sorte mise dans des catégories religieuses, que s'opérait un décodage religieux de la réalité sociale et institutionnelle française qui se faisait dans des termes très similaires. Tellement similaires que l'idée était d'identifier les dynamiques, en quelque sorte, qui s'emparaient des acteurs, qui s'emparaient des étudiants, de différentes générations de croyants, et qui leur faisaient dire à peu près, encore une fois, la même chose. Donc, que s'était-il passé depuis votre enquête sur les banlieues de l'islam jusqu'à aujourd'hui? Que s'est-il passé sur les 30 dernières années? Et notre idée, c'est de mettre en avant, encore une fois, à travers des terrains, le poids du salafisme et d'essayer de comprendre comment cette prédication salafiste s'est installée en France. On a fait un premier constat qui était de dire, derrière la revendication légitime de construction de lieux de culte, il y a eu en fait une prise de pouvoir par des associations qui étaient elles-mêmes fortement influencées par le salafisme. Il y a aussi l'idée que la fin de la guerre froide, la mondialisation, a favorisé cette diffusion. Puisqu'au fond, on s'est aperçu qu'un certain nombre de réseaux religieux, d'organisations, de personnalités étaient reliés à des foyers, soit au Maghreb, soit au Moyen-Orient. Alors il y a différentes pistes pour ça.
Il y a évidemment le poids du conflit en Algérie, la décennie noire des années 90, un certain nombre de réfugiés issus du GIA ou du FIS qui s'installent en France et qui vont en quelque sorte diffuser cette prédication. Un autre contre-effet de la situation algérienne, c'est le pacte qui a été mis en place entre Bouteflika et les organisations combattantes. Les combattants cessent de combattre et en échange, ils ont des positions dans le système religieux algérien. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait des diffusions, le cher Firkous jouant un rôle particulièrement efficace, de cette prédication salafiste non violente sur le champ religieux français. Ça, les instituts également religieux au Moyen-Orient ont été des diffuseurs de concepts et des diffuseurs de normes, et tout le travail également, qui est étudié dans le livre, sur les librairies fortement, encore une fois, influencées par une littérature salafiste. On a pu la quantifier, à la fois le poids de la littérature salafiste dans les librairies et le nombre de ces librairies en France. Si bien que l'idée, encore une fois, c'était non pas de penser que notre travail représentait forcément tout ce qui se passait dans l'islam de France, ces différentes nuances, mais qu'en tous les cas, il y avait une dynamique de transformation qui allait dans le sens de la séparation avec la République. L'idée quand même, c'est que le concept même de société civile était menacé à l'intérieur de certaines banlieues, de certains territoires en France. Société civile au sens d'expression pluraliste, de capacité d'aller dans une association qui n'est pas dominée par des cercles religieux. Parce que l'une des menaces que nous avons pu voir en termes de respect de la société civile et de la République, c'était précisément l'influence des réseaux religieux islamistes dans différents champs d'activité. Ça pouvait être le club de foot, l'association sportive, la prédication évidemment, la librairie, les sorties scolaires, les colonies de vacances. Quand il y a en quelque sorte un contrôle sur les différents lieux d'expression ou les différents lieux de rencontres collectives, c'est que la société civile est menacée. C'est que je ne peux pas exister, les jeunes issus des quartiers ne peuvent pas exister s'ils ne sont pas pris en charge par ces réseaux religieux. Une autre constatation sociologique qu'on a pu faire dans certaines communes parisiennes, c'était justement de voir qu'il y avait ce que j'appelle la superposition des espaces. Superposition de l'espace professionnel, où les collègues sont déjà eux-mêmes dans le réseau salafo-frériste ou salafiste, l'espace du loisir, l'espace de la pratique religieuse. Les espaces correspondent, en fait, surtout dans le 93, en Seine-Saint-Denis, les individus ne sortent plus de leur espace de sociabilité qui devient leur espace de socialisation. Et puis, il y a des théories très connues en sociologie, la théorie de la contagion complexe. On a l'occasion de croire ce qui est confirmé par différentes sources d'autorité. Quand le prédicateur, les livres dans la librairie, le prédicateur au bled, les amis disent la même chose sur la définition de l'islam, ça devient l'islam objectif, l'islam de la croyance. Et donc le monde se divise en pur et en impur. Et c'est cette vision qu'on a pu constater, encore une fois, dans des lieux très divers, sans qu'il y ait forcément de coordination entre les différents réseaux et associations que nous avons étudiés, c'est de voir qu'il y a le halal et le haram, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Et une société, au fond, où le croyant doit se préserver au maximum contre la contamination de la société mécréante. Donc c'est cette vision, en gros, qu'on a pu cerner à travers une mise en résonance de ces différents espaces que nous avons étudiés et qui nous a fait, encore une fois, donner ce diagnostic qui a été établi, encore une fois, à travers des terrains différents et qui ont produit des visions de la société qui se ressemblaient et qui faisaient porter une menace sur sa cohésion, sur la notion même de société civile, puisqu'au fond, ce qu'on décrit, c'est la mise en place d'une hégémonie islamiste sur l'expression de l'islam de France. Voilà à peu près, si vous voulez, le cadre dans lequel va s'inscrire la loi. Monsieur le ministre la défendra mieux que moi, mais l'important, c'était d'établir le constat, le diagnostic, de voir également que ces courants se manifestaient à l'université, en menaçant notamment les postes en islamologie,
en essayant d'impressionner des profs dans les départements d'arabe, des professeurs qui n'osaient plus enseigner la littérature érotique, le ghazal en poésie, parce que trop osé. Donc des normes, en quelque sorte, qui, même dans des espaces qui ne sont pas des espaces religieux, traduisaient un rapport de force. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y avait assez peu de contre-pouvoir par rapport à cette prédication religieuse. Soit parce que les individus n'osaient pas, soit parce qu'ils n'avaient pas de lieu où exprimer ces contre-pouvoirs. De surcroît, outre ce travail sur la société civile opéré par les réseaux islamistes, il y a ce que j'ai pu appeler la complicité ou la lâcheté de certains élus, ou les calculs électoraux à très court terme. Alors c'est toujours très difficile de les établir, de faire la part entre la rumeur et la réalité sur le terrain. Alors il y a un indicateur extrêmement facile à utiliser, c'est le rapport de la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes. Là, quand vous voyez dans certaines communes, juste après les élections, l'embauche de dizaines, voire de centaines de médiateurs urbains issus de certains quartiers, on peut penser qu'il y a une forme de clientélisme qui se met en place. Quand la Cour régionale des comptes souligne que la commune se transforme en banque pour donner des prêts déguisés à des écoles religieuses, au Midi-Gauruche, dans les Yvelines, là, on peut penser aussi que se mettent en place des formes de clientèle. Donc, le constat, parce que, évidemment, dans les entretiens, on ne s'est pas limité au milieu islamiste, il y a aussi une demande de république qui émane de certains segments de cette population, peut-être majoritaire, pour exister ou avoir une parole qui ne soit pas la parole des islamistes. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a ce que j'appelle un appel de république, en tous les cas la volonté de casser cette hégémonie et de ne pas être enfermé par elle. Et presque un désespoir, notamment chez les associations de femmes, dans l'idée que les subventions sont données par les mairies et que si les mairies sont dominées par les islamistes ou qu'elles conçoivent dans leur politique de subvention le poids de l'islamisme, elles vont limiter les subventions aux associations laïques de femmes, etc. Donc on a ici un enjeu qui est un enjeu politique et un enjeu qui touche au corps. Le corps est omniprésent, c'est une obsession du discours islamiste. Alors c'est le corps à l'école avec le port du voile, c'est le corps dans le sport qu'il faut transformer, c'est le corps de la femme qu'il faut cacher, ce sont les règles de pudeur qui s'installent dans les clubs de foot quand on veut prendre une douche en gardant ses sous-vêtements. Le même phénomène se déroule et les premières affaires arrivent à Fresnes en 2016. Le corps de l'individu étant en quelque sorte relié au corps social de la Oumma. C'est-à-dire le travail qu'il faut que je fasse sur mon propre corps, c'est le travail qu'il faut que je fasse sur le corps social musulman qui m'entoure. Puisque, encore une fois, la visée islamiste, c'est d'abord le reste de la population musulmane. Et cette population musulmane qu'il faut couper en quelque sorte des valeurs de la citoyenneté française. Et ça se fait, encore une fois, par le corps. Et c'était très impressionnant de voir, encore une fois, le corps dans ses expressions sportives, le corps qu'il faut cacher, mais aussi le corps qu'on va exposer comme modèle de mobilisation, de modèle à imiter, d'où ce que j'appelle la politique des signes. C'est-à-dire que si, évidemment, il y a beaucoup de femmes voilées qui sont accompagnatrices, si l'espace urbain est saturé de signes religieux, la personne d'ascendance musulmane est interrogée par son environnement sur sa foi. La simple présence d'un voile donne un message implicite à celle qui n'est pas voilée et, en quelque sorte, lui fait honte sur sa propre religion. Et donc, l'idée, c'était de voir que ce discours était tellement omniprésent que la pratique et le poids du corps dans la prédication étaient tellement forts qu'il y avait là, encore une fois, une homonymie entre le corps individuel et biologique et le corps social, soit le corps de la Oumma, mais dans sa variation française, était lui aussi à transformer. Et en le transformant, on se coupe ici encore du reste de la société française. Voilà les quelques constats, les quelques pistes qu'on a pu élaborer à travers un travail très long, puisque ça prend plusieurs années pour comprendre un milieu, pour comprendre son fonctionnement. Il y a le volet de la violence physique terroriste que nous avons aussi abordé, en mettant en avant l'hypothèse de la continuité, c'est-à-dire du continuum entre des associations de réislamisation type Jamaat at-Tablir, donc l'association de la prédication, ce réseau
que vous aviez étudié il y a déjà longtemps de réislamisation dans les milieux pauvres, immigrés, qui vient d'Inde, le mouvement de Mohamed Elias construit mis en place en 1927, et que à travers ce mouvement, c'est la première couche d'une réislamisation qui est ensuite confirmée et qui appelle une réislamisation salafiste. Le Tablir donne une première transformation, une première métamorphose, un premier retour, entre guillemets, à l'islam. Et ensuite, le salafisme va proposer quelque chose de beaucoup plus dur, de mieux établi dans les textes, de plus savant. Et finalement, ces deux mouvements, rajoutés avec les frères musulmans et leur métamorphose qui veulent, eux, davantage viser les lieux de pouvoir, vont encore une fois installer cette hégémonie. Et l'idée, c'était de montrer qu'un certain nombre de gens qui sont passés à l'action violente, déjà avec le réseau des Buttes Chaumont à partir de 99, 2000, 2003 et 2005, sont passés par le Tablir, ont vécu une expérience salafiste, et qu'on n'a pas suffisamment vu, en visant la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la porosité entre une socialisation non violente en termes physiques, mais violente en termes symboliques. Et la manière dont des visions du monde, des pratiques de séparation pouvaient alimenter ensuite un passage à l'action violente, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la France. Le réseau des Buttes Chaumont, à ce titre-là, est exemplaire, puisque potentiellement tout est contenu dans le réseau. Les différentes expressions djihadistes, le discours visant à taper la France, l'identité des acteurs, les frères Kouachi au premier chef, qui s'interrogent déjà sur la légitimité d'attentats en France, les types de censure islamique qui vont se faire dans le 19e arrondissement. Quand Marie Cabrette, qui est journaliste à Charlie Hebdo, veut faire une exposition sur les caricatures en 2006, elle reçoit la visite de jeunes avec des battes de baseball qui sont prêts qui lui demandent de retirer les caricatures, sinon ils vont casser son café. Donc on voit encore une fois l'installation d'atmosphère, pour reprendre votre terme, en tous les cas de connexion avec la pratique du djihad afghan et l'imaginaire du djihad afghan, la pratique du GIA en Algérie, puisqu'il y a des anciens du GIA qui sont également dans le 19e et dans d'autres quartiers de Paris, la manière dont ces univers vont transformer l'univers urbain du 19e. En fait, c'est de prendre en considération les processus sur les deux rives de la Méditerranée et de montrer comment les espaces locaux, les espaces militants, les espaces de prédication sont eux-mêmes transformés par ces nouvelles connexions. Et donc, ce qui implique, encore une fois, un effort considérable sur le plan de la recherche universitaire, c'est de parler l'arabe, c'est de comprendre les temporalités et les débats théologiques et idéologiques au Moyen-Orient, c'est de comprendre la société française et ses évolutions, et la manière dont les logiques se conjuguent entre le sud et entre le nord de la Méditerranée, avec une accélération qui s'est faite après la fin de la guerre froide et le début de la mondialisation des années 90. Merci beaucoup Bernard Rougier. Effectivement, les perspectives que vous ouvrez montrent qu'on a observé des mutations tout à fait nouvelles, à la fois dans la montée en puissance de ce milieu salafo-frériste, islamiste, à ne pas confondre bien sûr avec l'ensemble des musulmans, nos compatriotes musulmans de la société française, des phénomènes d'emprise intellectuelle, et la question étant aujourd'hui dans quelle mesure cette atmosphère qui est créée va déboucher sur la mise en acte de pratiques violentes comme celles que nous avons vues cet automne et qui sont largement découplées de tout réseau organisé. On n'est plus dans Al-Qaïda, on n'est pas non plus dans Daesh, on est dans quelque chose de nouveau. Et c'est évidemment un défi pour les autorités de l'État, et c'est en ce sens justement qu'il nous a semblé important de comprendre comment l'État avait lui-même perçu ce type de phénomène et de quelle manière se structure le projet de loi confortant les principes républicains. Et je me tourne vers Monsieur le ministre Laurent Nunez pour nous l'expliquer. Merci beaucoup. Oui, donc pour essayer d'expliquer un peu le contexte dans lequel finalement ce projet de loi aboutit et va être présenté et discuté au début de l'année 2021. Donc principe confortant effectivement, projet de loi confortant les principes républicains. Il faut s'inscrire effectivement dans une séquence temps en matière de traitement de la radicalisation islamiste sunnite. D'abord,
puisque vous m'interrogez sur cette question, concernant l'état de la menace, effectivement, hein, vous avez raison de souligner que l'état de la menace dirigée contre le territoire national fait que les services de renseignement craignent aujourd'hui moins une attaque de type projetée, comme celle que nous avons connue avec les attaques contre le Bataclan, les terrasses et le Stade de France en novembre 2015. On craint moins ce type d'attaque avec le délitement de l'État islamique, d'Al-Qaïda, que des attaques, même si on reste évidemment extrêmement prudent sur ces attaques projetées. On sait que l'appareil de l'État islamique et d'Al-Qaïda continue évidemment à réfléchir à ce type de scénario. Mais leur délitement, le renforcement du travail entre tous les services de renseignement français, avec les partenaires étrangers, l'échange d'informations, fait que nous jugeons ce risque moins probable, mais il est réellement pris en compte. Mais la menace la plus forte actuellement, c'est celle qui réside d'individus qui sont présents sur le territoire national et qui, inspirés par la propagande de Daesh ou d'Al-Qaïda, passent à l'action avec des moyens rudimentaires, mais qui peuvent être, on l'a vu avec des attaques au couteau, des attaques à la voiture bélier, extrêmement dangereux et susceptibles de faire un nombre élevé de victimes. Donc c'est cette menace-là qui préoccupe actuellement les services de renseignement, ce qu'on appelle la menace endogène d'individus présents sur le territoire français. Et j'y reviendrai, puisqu'évidemment, le lien avec l'islam politique, l'islam radical, il est à faire dans ce type de situation, et malheureusement, dans l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, il est fait même très directement, très directement. Donc la menace, le souci, c'est la menace endogène, avec une concentration forte des services de renseignement pour essayer de détecter des individus susceptibles de passer à l'action sur le territoire national. Ça devient de plus en plus compliqué, puisque lors des dernières attaques, les individus n'étaient pas connus des services de renseignement, n'avaient peu ou pas de contact avec des individus sur zone, ce qui se passait en 2016-2017 et qui permettait évidemment aux services de renseignement de détecter ces individus et de pouvoir les empêcher d'agir et donc de déjouer les attentats. Là, on est face à des individus pas connus qui se radicalisent souvent en un trait de temps et qui passent à l'action. Et donc, ça devient effectivement extrêmement compliqué, mais ce travail des services de renseignement, il se poursuit. La séquence temps que je voulais décrire pour expliquer comment on en arrive au projet de loi, après avoir dressé rapidement, trop rapidement sans doute, mais l'état de la menace. La séquence temps que je voudrais décrire, elle s'inscrit dans ce que disait M. Rougier à l'instant. C'est-à-dire que les pouvoirs publics en France ont été confrontés à des attaques terroristes qui se revendiquaient d'un islam radical sunnite, d'organisations terroristes, certaines ayant revendiqué ces attentats, les auteurs ayant fait acte d'allégeance. Donc nous avons été confrontés à des attaques de caractère terroriste. Donc ce qu'on appelle, pour faire un simple, la radicalisation violente, celle qui concerne des individus susceptibles de passer à l'action ou qui adhèrent à ce type d'action, qui font l'apologie du terrorisme, ou des individus qui ont dans leur relationnel des individus qui adhèrent à la radicalisation violente et au terrorisme. Et l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics français ces dernières années, il faut remonter au quinquennat précédent, et puis évidemment, je vais revenir à tout ce qui a été fait depuis 2017, l'ensemble de ces dispositifs se sont concentrés sur la radicalisation violente. Il s'agissait à la fois de détecter des individus qui adhèrent à cette idéologie de radicalisation violente, de pouvoir les faire suivre par des services de renseignement, d'ailleurs évaluer d'abord, après détection, la réalité de cette adhésion à des thèses violentes, la réalité d'une possibilité de passage à l'acte, donc détection, suivi par les services de renseignement, et puis on a tout un tas d'outils qui ont été bâtis juridiquement ou dans l'organisation des services qui ont permis de renforcer l'appareil d'État dans le suivi de la menace de radicalisation violente et la menace terroriste. Je vais en citer quelques-uns, mais nous prendrions trop de temps à revenir sur l'ensemble du dispositif. Mais rappelez que ces dernières années a été créé un fichier qui permet de suivre les personnes radicalisées qui s'inscrivent dans des processus potentiels de violence, le fameux FSPRT. Rappelez évidemment que sur l'ensemble du territoire national, les préfets sont mobilisés pour suivre les individus concernés, d'abord les détecter, les évaluer, et puis les faire suivre par les services de renseignement. Rappelez évidemment qu'en 2015, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a eu des mesures de police administrative extrêmement fortes qui ont été mises en place, comme les assignations à résidence, les perquisitions administratives, et la possibilité de fermer des lieux de culte chaque fois qu'il y avait des
des présomptions de risque de passage à l'acte, de présomption de radicalisation violente, et a fortiori, quand il y avait des présomptions de terrorisme dans un certain nombre de lieux, il y avait des possibilités de fermer des lieux de culte. Et puis, progressivement, à partir de 2017, nous sommes sortis de l'état d'urgence, mais il y a un dispositif législatif qui a été mis en place et qui a été voté dans le cadre de la loi d'octobre 2017, de prévention et de lutte contre le terrorisme, la fameuse loi SILT, qui a prévu, dans les cas où il y avait des suspicions d'actions violentes ou d'actions terroristes, des possibilités de faire des visites domiciliaires. Et en ce moment, le ministre de l'Intérieur en fait conduire énormément, et notamment depuis le 16 octobre. Il y en avait déjà énormément avant, mais depuis le 16 octobre et l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, ce sont un peu moins de 300 visites domiciliaires qui ont été réalisées. Donc la visite domiciliaire, c'est la possibilité d'effectuer une perquisition sous le contrôle d'un juge judiciaire et sous autorisation d'un juge judiciaire chaque fois que nous avons des suspicions d'adhésion à la radicalisation violente. Donc ça, c'est entré dans le droit commun avec la loi SILT. Et puis, nous avons également la possibilité de fermer des lieux de culte, quand dans ces lieux de culte sont tenus des propos discriminatoires, d'appel à la violence, d'appel à la haine, et qui sont en lien avec la prévention du terrorisme. Donc on peut fermer des lieux de culte, et il y a évidemment d'autres mesures, telles que les fameuses MICAS, qui sont des mesures qui ont remplacé les assignations à résidence, qui sont encadrées par le droit, mais qui permettent à des individus soupçonnés d'appartenir ou d'adhérer à la radicalisation violente de voir leur déplacement contraint, limité à certains périmètres, d'être contraints chaque jour à venir pointer dans un commissariat une brigade de gendarmerie. Donc ce sont des dispositions qui figurent dans la loi SILT. Donc on a tout un dispositif qui s'est mis en place pour lutter contre la radicalisation violente. Je disais que dans chaque département, les préfets faisaient un suivi extrêmement fin des individus radicalisés. Vous savez que depuis 2017, les effectifs des services de renseignement ont été augmentés de manière significative, en effectifs, en personnel humain. De la même façon, les budgets techniques des services de renseignement ont été augmentés, ceux-là même qui permettent de développer des techniques de renseignement, des interceptions de sécurité, des captations de données informatiques. Il y a tout un tas de techniques de renseignement encadrées par la loi dont on a pu développer l'usage grâce au vote de budget en faveur de la lutte antiterroriste. Donc tout ça pour dire que ces dernières années, on a eu un dispositif massif qui a été engagé dans la lutte antiterroriste, dans l'appréhension de la radicalisation violente et dans l'entrave à cette radicalisation violente. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de dire que depuis 2017, comme vous le savez, ce sont 32 attentats qui ont été déjoués sur le territoire national, donc ce qui représente un nombre d'attentats déjoués. Alors évidemment, malheureusement, nous avons subi des attaques, mais le nombre d'attentats déjoués reste évidemment significatif. Ça, c'est pour la partie radicalisation violente. J'insiste volontairement là-dessus. La France a été frappée par les attaques. 2015, Charlie en janvier, Charlie l'hypercachère et la policière municipale qui a été tuée donc, sur la commune de Montrouge. Ensuite, novembre, le Bataclan. Avant cela, bien évidemment, il y avait eu d'autres attentats, il ne faut pas l'oublier. 2012, Mohamed Merah, on a eu 50 à Falavier, il y en a eu évidemment d'autres attentats déjoués. Mais le pays donc, est concerné par des attaques terroristes et tout le dispositif se met en place pour le suivi de ce qu'on appelle le suivi de la radicalisation violente et du terrorisme. À côté de ça, et c'est là où je rejoins évidemment l'exposé qui a été fait par M. Rougier, et à côté de ça, petit à petit a émergé l'idée qu'à côté de cette radicalisation violente qui adhère au terrorisme, se développait dans notre pays une autre forme de radicalisation finalement, qui ne prônait peut-être pas, on y reviendra parce que c'est un débat important, ne prônait peut-être pas des formes de passage à l'action violente, mais qui petit à petit, par le développement d'une forme d'islam politique, qui, pour faire simple, vous savez, moi j'ai une définition qui est extrêmement simple de ce message de l'islam politique. C'est un message qui consiste finalement à dire que l'on pourrait trouver des accommodements, des arrangements avec les lois de la République et considérer que la loi de Dieu s'impose aux lois de la République. C'est une définition assez simpliste, mais qui est très réaliste. C'est-à-dire que dans certains territoires, on va considérer qu'on peut finalement mettre sous le coude le principe d'égalité homme-femme, qu'on peut avoir un certain nombre de discriminations entre les jeunes enfants, suivant leur sexe, que l'on peut finalement avoir un certain nombre de contraintes à respecter un certain nombre de pratiques religieuses. Et M. Rougier l'évoquait à l'instant. Ça peut être aussi d'exiger et parfois d'obtenir une organisation particulière
du service public, avec des horaires différenciés selon que les femmes ou les hommes fréquentent ces services publics locaux. Et donc petit à petit, donc, on a vu se développer cet islam politique, porté par des mouvements dont a parlé monsieur Rougier, qui a cité très clairement évidemment la mouvance salafiste, parfois la mouvance Tablir, le Miligorus, un certain nombre de mouvements qui se développent et qui petit à petit infusent dans certains territoires ce genre de pratique. Évidemment, elles restent minoritaires. Mais évidemment, il faut traiter ce problème et traiter ce phénomène. Et c'est ce qui a été fait. Et encore une fois, je le distingue clairement de la radicalisation violente. Même si, et M. Rougier a parfaitement raison de dire qu'il y a une porosité entre la radicalisation non violente et la radicalisation violente. Et j'y reviendrai, puisqu'on a eu malheureusement un exemple très clair, très net, le 16 octobre, mais j'y reviendrai dans mon exposé. Donc, petit à petit, donc, on va commencer à déployer des actions qui visent à entraver cet islam politique qui conduit à ce qu'on a appelé une forme de séparatisme au sein de la société, avec donc ces thèses qui feraient qu'on peut finalement mettre les lois de la République de côté, que la loi de Dieu s'impose, ce qui n'est absolument pas dans les valeurs et évidemment dans la tradition française, où il y a un espace commun, un espace public, où il n'y a pas où la religion n'a pas à s'exprimer, et puis surtout, la religion ne doit jamais s'imposer aux lois de la République. Ça, c'est un principe sacro-saint. Et d'ailleurs, le projet de loi vise, en confortant les principes républicains, à le rappeler de manière extrêmement claire, simple et ferme. Et donc, petit à petit, donc, une action va s'engager. Et cette action, elle commence en 2017. En 2017, sont désignés, à la demande évidemment du président de la République, c'est quelque chose d'extrêmement construit, de bâti, sont désignés une quinzaine de quartiers dans lesquels, enfin, je peux être plus précis qu'une quinzaine, c'est 15 quartiers, qui sont désignés comme étant des endroits où ce séparatisme a les effets les plus néfastes, en termes d'atteinte aux discriminations, en termes de discrimination, en termes d'atteinte au principe d'égalité homme-femme, en termes de diffusion d'un islam politique qui vient perturber le fonctionnement de ces quartiers et surtout le vivre ensemble au sein de la République française. Et avec des déscolarisations assez importantes dans ces territoires d'enfants, parce que les parents ne veulent pas qu'ils suivent le programme de la République française, parce qu'on ne va pas être d'accord avec tel ou tel enseignement, telle ou telle pratique sportive. Et donc, l'action des services publics, des pouvoirs publics, elle va se concentrer sur ces territoires. Alors, elle est exercée sur l'ensemble du territoire national, mais sur ces 15 territoires, à titre expérimental, on va renforcer les contrôles des pouvoirs publics. Ça va être des contrôles dans le monde du club des associations sportives pour vérifier si les principes républicains sont appliqués. Ça va être des contrôles d'établissements scolaires menés par les services de l'éducation nationale pour vérifier que, par exemple, une école sous contrat ou hors contrat fonctionne de manière correcte, pour vérifier que des scolarisations à domicile sont réellement effectuées et que les élèves ne fréquentent pas en réalité une école coranique ou ne suivent pas des cours dans une association, des cours qui ne seraient que religieux. Ça va être des contrôles de débit de boissons, des contrôles de lieux de culte, pour aller vérifier que les règles de la République sont appliquées. Et chaque fois qu'il y a des entorses à ces règles, pouvoir ici diligenter un contrôle, ici fermer un débit de boissons, là fermer une école qui fonctionne totalement hors contrat et de manière illégale. Et donc cette action, elle va se cibler sur une quinzaine de quartiers. Ça, c'est la première étape. Elle commence en 2017, fin de l'année 2017-2018. Et puis, tout au long de l'année, on va observer que finalement, cette action, ces contrôles qui sont menés sur ces territoires pour lutter contre cette forme de séparatisme, produisent des résultats. Et à la fin de l'année 2019, donc le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, donc par circulaire, de novembre 2019, va étendre à l'ensemble du territoire national, de manière systématique, cette politique qui a été menée dans ces 15 quartiers, avec une politique, encore une fois, d'identification donc, de la mouvance, des conséquences de l'action de la mouvance islamiste politique radicalisée, et puis des actions de contrôle qui vont être menées avec une organisation très précise, et les préfets il est demandé à chaque préfet d'organiser dans des départements des commissions qui vont traiter de la problématique distincte, et j'insiste bien,
des mêmes structures qui sont chargées de lutter contre le terrorisme. Donc là, on est sur la radicalisation islamiste. Et donc ces structures vont être chargées, en mobilisant l'ensemble des services de l'État, et puis également en mobilisant aussi les élus locaux, évidemment, qui sont toujours les bienvenus à ces réunions et qui y participent, mais aussi en mobilisant certaines associations pour lutter contre l'islam politique au travers, certes, d'actions répressives qui sont menées, des contrôles, mais pas que. Il y a aussi la volonté de développer dans les territoires qui sont concernés par cette problématique, des politiques sociales beaucoup plus actives, une politique d'égalité des chances beaucoup plus active, car force est de constater que dans certains territoires, le président de la République l'a rappelé à Mulhouse en février de cette année, et puis il l'a rappelé aussi au Mureau en octobre, dans certains territoires, c'est aussi parce que la République a reculé, qu'on pu se mettre en place un espèce de contre-modèle, une contre-société, mais bâtie autour d'un projet d'islam politique. Et donc, cette circulaire de 2019 va généraliser ce dispositif à l'ensemble du territoire national. Et ce que je voudrais dire, donc, pour conclure mon propos, qui vise à un peu situer dans le temps le raisonnement qui a été celui des pouvoirs publics. Pourquoi en arrive-t-on à un projet de loi ? Donc effectivement, c'est une réflexion qui a été longue, et c'est bien normal, et on en arrive finalement à un projet de loi parce que cette action qui est menée de lutte contre l'islam politique est une action qui s'est effectuée pour l'instant à droit constant, c'est-à-dire en utilisant les outils juridiques existants, des textes qui régissent l'éducation nationale, des textes qui régissent le droit des sports, des textes qui régissent l'organisation des collectivités locales, la tenue des débits de boissons. On s'est rapidement aperçu, et c'est donc l'option qui a été retenue par le président de la République, par le gouvernement, d'où le dépôt de ce projet de loi, que pour certaines actions, il était sans doute nécessaire d'aller plus loin et d'avoir des dispositions de nature législative pour permettre de mieux lutter, évidemment, contre l'islam politique. Et ce projet de loi, donc on aura l'occasion de répondre aux questions, mais il contient un certain nombre de mesures extrêmement importantes qui vont permettre, dans un certain nombre de situations, d'avoir une action renforcée et qui n'était pas possible à droit constant, qu'il n'était pas possible de mener à droit constant. Je peux prendre quelques exemples, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez évidemment. Par exemple, en matière de dissolution d'associations, il y a un texte qui est appliqué, d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur applique ces dernières semaines, puisque un certain nombre de dissolutions de structures il a été procédé à un certain nombre de dissolutions de structures par décret en Conseil des ministres. Donc, et encore aujourd'hui, un décret est venu dissoudre donc, le CCIF. On a eu Baraka City dans les jours dans les semaines passées, le collectif Cheikh Yassine. Donc on a des textes qui permettent de dissoudre des structures associatives chaque fois qu'il y a des appels à la haine, à la violence ou des appels à la discrimination. Et évidemment dans les situations où il y a une apologie du terrorisme ou le fait donc, de prôner des thèses djihadistes. Donc, un certain nombre de structures ont été fermées et ce texte va être modifié pour permettre également de fermer un certain nombre de structures lorsqu'au sein de dissoudre un certain nombre d'associations, lorsqu'au sein de ces associations, il y aura eu des adhérents qui auront tenu de tels propos sans être recadrés, entre guillemets, par le dirigeant de la structure associative. De la même façon, il sera possible de fermer des lieux de culte au seul fait que dans ces lieux de culte sont tenus des propos qui incitent à la haine, à la discrimination, à la violence, qui incitent des propos qui ne sont pas acceptables. Il sera possible de fermer ces lieux de culte, évidemment après une procédure contradictoire, mais sans avoir la condition qui est actuellement imposée dans la loi SILT dont je parlais, qui est de le faire à des fins de prévention du terrorisme. Là, le simple fait de tenir des discours d'appel à la haine, de discrimination, de porter des messages politiques de séparation finalement d'une partie de la population du reste de la communauté nationale, permettra de fermer un certain nombre de lieux de culte. Et d'ailleurs, le ministre l'a annoncé. Donc, dissolution d'associations, fermeture de lieux de culte quand on sera dans des configurations donc confrontées au développement d'un islam politique, radicalisé, séparatiste. Et puis, il y a d'autres mesures, évidemment, dans le texte, mais on aura, je pense, l'occasion d'y revenir sur les questions qui nous seront posées, comme par exemple cette mesure qui permettra au préfet, dans certaines conditions très encadrées, de pouvoir agir quand une collectivité locale
organise son service public en méconnaissance des principes républicains. Et je citais tout à l'heure l'exemple de ces services publics qui fonctionnent avec des horaires différenciés en fonction du fait qu'ils accueillent des hommes ou des femmes. Les préfets auront la possibilité, sous le contrôle du juge, de suspendre le fonctionnement de ces services, et voire même, quand les collectivités concernées ne déferront pas, ne modifieront pas l'organisation du service public local, voire même se substituer à la collectivité locale au bout du bout lorsqu'il n'y aura pas eu modification de l'organisation du service. Donc ce projet vient évidemment donc renforcer l'action des pouvoirs publics, conforter, renforcer les principes républicains. C'est un projet important qui va permettre au gouvernement de poursuivre l'action qui a été engagée avec des mesures législatives. Mais il y a deux choses que je voudrais dire, pour terminer mon propos, et puis ensuite évidemment répondre aux questions. Il y a deux choses fondamentales que je voudrais dire et qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est que toute cette politique qui est menée, elle ne se résume pas, comme on le dit trop souvent, dans une expression d'une politique répressive. Évidemment qu'il y a des mesures de fermeté qui sont prises, et on l'a vu ces derniers temps, et on le voit depuis 2017. Je dois dire que depuis 2017, ce sont un peu moins de 400 structures qui ont été fermées dans le cadre de la politique qui a été menée par les gouvernements successifs. Évidemment, cette politique se poursuit, c'est une politique répressive, mais qui n'est pas que répressive. Je dois le dire, et il faut le dire, et le président de la République l'a rappelé au Murau, la lutte contre l'islam politique, c'est aussi une politique sociale qui vise dans certains territoires à réinstaller la République, à réinstaller des services publics, à avoir une vraie politique d'égalité des chances qui fasse que finalement tout le monde au sein de la société française trouve sa place. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, le projet de loi qui sera discuté comporte un certain nombre de dispositions en ce sens, notamment en matière de logement, en essayant de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale sur certains territoires. La deuxième chose que je voulais dire pour clore mon propos, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Et évidemment, il n'a échappé à personne que la mouvance islamiste politique radicalisée se défend en disant que ces textes ils sont islamophobes. Et que finalement, ce qu'on vise, c'est l'ensemble des musulmans. C'est évidemment complètement faux. Ce qui est visé, ce ne sont pas l'ensemble des musulmans, ce sont les islamistes radicalisés qui essaient d'imposer une loi religieuse par rapport aux lois de la République. Et ça n'est pas acceptable, premièrement. Deuxièmement, ça ne concerne qu'une minorité de musulmans et que la grande majorité des musulmans, et c'est ce qu'ils font actuellement, n'aspirent qu'à une chose, c'est à pouvoir pratiquer leur foi en toute sécurité, en toute tranquillité au sein de la République française. Et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils nous demandent. Et voilà, donc, et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, à la fois cette globalité de la politique qui est menée, qui ne se résume pas à une politique répressive, et le fait que, évidemment, l'ensemble des musulmans ne pose aucune difficulté dans l'exercice de leur religion. D'ailleurs, les mouvances islamistes séparatistes, on les désigne parce que c'est celles qui ont fait parler d'elles, mais il ne faut pas oublier que d'autres religions ont connu ou connaissent des formes de dérives qui sont évidemment traitées, notamment lorsqu'elles se traduisent par des dérives sectaires qui sont traitées, ou lorsqu'elles se traduisent par des dérives séparatistes. Il est arrivé également pour d'autres religions que les pouvoirs publics interviennent et à fermer des lieux de culte parce qu'ils posaient un certain nombre de difficultés. Et juste pour faire le trait d'union avec ce que disait M. Rougier, vraiment j'en terminerai là, on voit que cet islam politique, dont je disais qu'il ne s'incarne pas forcément dans une radicalisation violente, la violence qu'il comporte, c'est la séparation qu'il crée finalement. C'est-à-dire qu'une partie de la société française, si on écoutait les tenants de ces théories, vivrait avec leurs règles, leurs normes en dehors de la République. Et ça, on peut considérer que c'est une forme de violence. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'attaque qui a visé le professeur Samuel Paty, donc qui a été assassiné par finalement un terroriste, un jeune homme qui agit, qui se radicalise très rapidement et qui agit parce qu'il considère qu'une insulte est apportée au prophète et donc qui intervient. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, la cible qu'a retenue ce terroriste, elle lui a été désignée par des messages portés par l'islam politique et l'islam séparatiste, par ce parent d'élève, par cet imam qui sont venus dans ce collège, qui ont finalement désigné une cible à la mouvance terroriste. Et donc, cette porosité dont parlait le professeur Rougier, et qui existe effectivement, donc un certain nombre de terroristes
passe par des chemins de la radicalisation religieuse. On ne peut pas le nier, ça n'est pas toujours le cas, mais on ne peut pas le nier. Mais au cas d'espèce, on a même la cible qui est désignée par un message qui se voulait un message d'islam politique et qui se termine finalement par un acte terroriste. Et donc c'est évidemment pour ça que ce combat, il faut le mener de manière extrêmement équilibrée et qu'il sera mené dans le cadre donc de ce nouveau projet de loi. Mais il me paraissait important de revenir sur cette séquence temps. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, à la fois à travers la présentation du contexte par le professeur Rougier et la définition des objectifs de la loi. Donc, nous avons maintenant à peu près les éléments qui nous sont nécessaires pour comprendre les objectifs. Et je vais passer aux questions qui sont posées par les étudiants de l'École normale supérieure à ce sujet, qui reflètent un certain nombre d'inquiétudes et d'espoirs et auxquelles vous allez maintenant répondre. Bien, Monsieur le Ministre, donc voici un certain nombre de questions qui vous sont adressées. Un étudiant de l'École normale supérieure vous demande un éclaircissement sur les termes employés et sur ce qu'ils dénotent dans la prochaine loi. En effet, dans son discours au Mureaux, le président de la République a déclaré « Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste ». Fin de citation. Quelle est, vous demande cet étudiant, la signification exacte du terme séparatiste? Vous en avez parlé, séparatisme, mais peut-être est-ce qu'on peut le préciser davantage? Car, selon celui-ci, on ne peut s'empêcher de penser qu'il sert à en éviter un autre, celui de communautarisme, qui était beaucoup utilisé autrefois et qui n'est pas visé par ce projet de loi. Est-ce à dire que le communautarisme a désormais droit de cité en France, alors que la laïcité de notre pays avait toujours voulu s'en défendre, contrairement aux sociétés anglo-saxonnes? Et la disparition du terme même de laïcité dans l'intitulé du projet de loi ne va-t-elle pas dans ce sens? Alors non, d'abord, effectivement, on a utilisé par le passé plus souvent le terme de communautarisme. C'est vrai, c'est indéniable pour désigner ce phénomène comme d'autres phénomènes. On a toujours parlé de communauté. En France, en vrai, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Bon, c'est vrai qu'on utilisait ce terme pour désigner un certain nombre de communautés qui pouvaient exister, qui pouvaient d'ailleurs être des communautés religieuses, comme étant des gens appartenant, pratiquant ces religions, se réunissant pour pratiquer le culte, mais dans le respect des lois de la République. Avec le séparatisme, on veut vraiment désigner une forme de communautarisme, mais qui va au-delà du communautarisme compatible avec les règles de la laïcité de la République française, et qui crée le séparatisme en ce qu'elle veut, est-ce qu'elle tente à considérer que finalement la loi religieuse s'impose aux lois de la République, avec des conséquences, et c'est une différence fondamentale, avec certaines formes de communautarisme qui restent dans le cadre des lois de la République. Le séparatisme, c'est qu'on a dans ce comportement des conséquences qui peuvent être pénalement répréhensibles. Des appels à la haine, à la violence, et qu'ils le seront, puisque vous savez que le projet de loi consacre un certain nombre de délits supplémentaires, donc notamment le délit qui consiste à faire pression, par exemple, sur le responsable d'un service public, une pression qui peut être y compris physique, une pression pour obtenir des modalités d'organisation particulières du service qui soient conformes à la règle religieuse. Donc, il y aura donc un délit qui va être créé par le projet de loi. Et donc les conséquences du séparatisme, ce sont des possibilités de répression parce qu'on rentre dans un champ pénal. On ne peut pas affirmer que la loi religieuse dispense d'appliquer les lois de la République. Et c'est ça qu'on vise avec le séparatisme. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, des formes de séparatisme, attention, il y en a d'autres. Il y a d'autres, dans d'autres domaines, je pense notamment aux dérives sectaires, où on a certaines structures sectaires qui visent à s'approprier les biens de leurs membres, qui visent à aller au moyen d'une emprise psychologique sur le groupe, qui visent à s'approprier leurs biens, où on a parfois même des abus physiques. Et ce sont évidemment d'autres formes de dérives graves qui sont touchées et traitées par le droit pénal. Mais le séparatisme que l'on vise ici, c'est vraiment un séparatisme religieux qui vise à considérer que finalement on s'affranchit de l'application des lois de la République, mais qui généralement se traduit par des infractions. Donc voilà, c'est vraiment ça ce qu'on vise, et cette terminologie est beaucoup plus précise
que le communautarisme, qui est une forme d'organisation. On peut appartenir à une communauté, mais ça peut être tout à fait compatible avec la pratique et le respect d'abord des lois de la République, et c'est compatible avec une pratique apaisée du culte. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de préciser. Et encore une fois, le séparatisme, c'est vraiment quelque chose qui est, j'allais dire, au-dessus en termes de gravité. Non, pas forcément, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la volonté de ne pas appliquer les lois de la République et de les écarter. Une autre question, le projet de loi peut donner l'impression de s'attaquer davantage aux conséquences qu'aux causes de l'islamisme politique, dit cet étudiant. Certes, il évoque l'éducation et la ghettoisation, mais les dispositions qui concernent ces points restent minoritaires avec 9 articles sur 57. Et elles sont dirigées contre les manifestations, plus que contre la racine des choses. Dans quel sens pensez-vous qu'il faille engager la réflexion concernant ce point ? Alors, donc, concernant les causes, elles sont traitées pour partie seulement dans ce texte. Donc, on ne peut pas le réduire à ces 9 articles. Le président de la République a rappelé toutes les politiques qui sont menées, donc en matière sociale, en matière d'égalité des chances, notamment dans les quartiers, depuis 2017, avec des investissements qui ont été considérables. Je pense notamment au budget de l'ANRU qui a augmenté de manière significative. Et puis le président a annoncé au Murau qu'évidemment, il fallait encore aller plus loin. Donc on ne peut pas réduire cette politique qui s'attaque aux causes à ces 9 articles. Et d'ailleurs, qui sont des articles pour certains importants. Je pense notamment aux dispositions concernant le logement. Mais la politique, elle est menée évidemment ailleurs, et c'est l'ensemble du gouvernement qui va la conduire. Mais elle n'est absolument pas négligée. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il faut aussi essayer de comprendre les causes, les raisons qui font qu'un certain nombre d'individus basculent dans une forme d'islam politique et dans un séparatisme. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, essayer de comprendre les causes, ça n'est en rien excuser un comportement. C'est essayer de comprendre pour mieux le prévenir, c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc, mais en tout cas, le traitement des causes, il existe, il est fait évidemment par ailleurs, dans le cadre d'une politique sociale qui doit être menée, pour réinstaller partout sur le territoire de la République, justement la République, pour qu'il y ait une réponse qui évite qu'un certain nombre d'individus se tournent vers ces organisations qui prônent ce séparatisme. Merci. Alors, plusieurs étudiants, à l'intérieur du texte, s'interrogent sur la notion de carence républicaine qui est contenue dans l'article 2. Cette notion ne donne-t-elle pas le sentiment d'une défiance de l'État à l'encontre des collectivités territoriales, demande-t-il. Et au-delà de la pertinence même de cet article 2, n'est-ce pas une remise en cause des principes directeurs de la décentralisation, et plus particulièrement du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l'article 72 de la Constitution, ce qui se traduirait par un renforcement extrême du pouvoir des préfets. Par ailleurs, dans la mesure où ce sont les collectivités territoriales qui sont directement confrontées, et l'un et l'autre, vous l'avez souligné, à la montée de l'islamisme radical, n'y a-t-il pas des insuffisances dans le projet de loi concernant leur capacité à elles à lutter contre le séparatisme ? Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs points dans cette question. La première, c'est que la libre administration des collectivités locales, effectivement, l'article 72 rappelle ce principe, qui est un principe constitutionnel, inscrit dans la Constitution française. Mais je rappelle que les collectivités, je n'ai plus le texte en tête, mais les collectivités s'administrent librement, c'est ça la libre administration, dans les conditions prévues par la loi. C'est ce que dit la Constitution, dans les conditions prévues par la loi. Et donc, évidemment, que la loi peut prévoir un certain nombre de dispositifs d'organisation. Après, c'est vrai, c'est un principe constitutionnel. Tout ça se fait sous le contrôle, évidemment, du Conseil constitutionnel. Mais on ne va pas faire du droit des collectivités locales sur un sujet pareil. C'est quoi la cible ? La cible, c'est les communes qui organisent leurs services publics en cédant, finalement, à l'islam politique. En cédant à une revendication de l'islam politique, en organisant le service public d'une façon qui va être, je donnais un exemple très précis, avec des horaires d'ouverture pour les femmes à certains moments, pour les hommes dans certains moments. Voilà, c'est de ça dont on parle. On fait pas du droit des collectivités locales de manière abstraite. La libre administration, c'est quoi ? La libre administration, c'est la faculté qu'ont les collectivités locales de s'administrer librement dans les conditions prévues par la loi. Et la loi,
elle doit s'imposer au séparatisme politique. Alors le dispositif de carence, il s'exerce tel que le texte est écrit, il va être débattu évidemment par le Parlement, s'exerce sous le contrôle d'un juge. Donc attention, c'est sous le contrôle d'un juge, c'est le préfet qui demande une suspension du service sous le contrôle d'un juge et qui peut, au bout du bout, quand la collectivité ne respecte pas la décision prise par un juge, se substituer dans l'organisation du service. Mais attention, ce pouvoir de substitution, il existe dans d'autres domaines. Enfin, je ne vais pas non plus faire trop passer pour un afro-techno, mais vous savez qu'en matière de contrôle du budget des collectivités locales, il arrive que le représentant de l'État soit amené à régler lui-même le budget d'une collectivité locale. Donc tout ça parce que c'est prévu par des lois, par des textes, et donc là-dessus, je ne suis pas spécialement inquiet. Et voilà, quand certaines collectivités cèdent face à l'islam politique, il faut que l'État puisse avoir un pouvoir correctif. Et ça arrive dans un nombre très limité de cas. La deuxième question, c'est comment aider effectivement les collectivités locales elles-mêmes à lutter contre les formes de séparatisme. Et les collectivités locales sont des acteurs de la lutte contre le séparatisme. Et c'est d'ailleurs pour cela que les préfets travaillent avec les collectivités locales, et elles sont elles-mêmes des acteurs parce qu'elles sont en mesure elles-mêmes de contrôler les financements qu'elles délivrent, qu'elles sont elles-mêmes en mesure d'organiser leur politique sociale pour installer aussi la République là où il y en a le plus besoin. Alors, dans le même esprit, une étudiante s'interroge sur la faculté d'éviter la naïveté ou le laxisme de certains élus face à des brèches dans le républicain, telles que la non-mixité, telles que l'antisémitisme et autres, on n'a pas vu seulement en France du reste, et se demande par quels mécanismes seront dénoncées ces carences. Et d'autre part, est-ce qu'il y aura un suivi post-procédure? Si par exemple un établissement X ou Y est fermé, après, temporairement, il est rouvert. Ça va se poser dans le cas d'une mosquée qui a été fermée récemment en banlieue parisienne. Comment ça va se passer ensuite? Comment gérer les éventuelles réactions à ce type de condamnation, surtout dans des zones où les idéologies séparatistes islamistes sont bien implantées, puisqu'il va y avoir des questions d'ordre public qui vont se poser. Comment est-ce que vous avez envisagé ce type de problème? Alors, d'abord, sur le... Oui, c'est un peu il y a plusieurs points, mais c'est un peu la même question. Oui. Hein. C'est le contrôle... Enfin, c'est l'effet de la mesure, le temps que ça dure, et puis comment est-ce qu'on contrôle tout ça. D'abord, donc, ce seront des mesures, donc, pour la plupart, de ce qu'on appelle de police administrative, donc, qui sont prises sous le contrôle du juge, évidemment. Et ce qui est important de signaler, c'est que ces polices administratives, elles existent déjà. On a déjà des situations, je parlais tout à l'heure de la loi SILT, où un certain nombre de lieux de culte ont été fermés. C'est toujours pour une durée limitée. La loi SILT, c'était 6 mois. Dans le texte, il est question de fermeture, je crois, de mémoire, de 2-3 mois, mais encore une fois, il faut être très prudent. Il va y avoir un débat parlementaire, il y aura des échanges là-dessus, mais la fermeture, elle dure quelques mois. Alors, le contrôle après, voilà, dans les faits, je vais vous parler très franchement, chaque fois qu'il y a eu des fermetures de structures, de lieux de culte ou des dissolutions d'associations, évidemment qu'il y a des contrôles des pouvoirs publics. Alors, quand le lieu de culte réouvre pour s'assurer que les choses se passent bien et qu'on est sorti de messages qui pouvaient être condamnables et qui ont pu conduire à l'interdiction. Clairement, si le lieu de culte redémarre dans des conditions tout à fait normales, il n'y a pas de raison de le refermer, il faut se dire la vérité. Et puis il y a des lieux de culte qui, parce qu'ils ont été fermés quelques mois, ne repartent jamais. Donc voilà, donc il faut évidemment qu'il y a toujours un suivi, les polices administratives donnent toujours lieu à un suivi à l'issue et qui permet de s'assurer que les choses rentrent dans le bon ordre. Et ça, c'est le travail évidemment des services de renseignement, que d'assurer ce suivi. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. Les procédures sont souvent de surcroît des procédures contradictoires, donc il y a des discussions qui s'échangent. Voilà, mais il y aura bien effectivement un suivi. Donc en résumé, pour répondre clairement à votre question, quand il y a un certain nombre d'actes et de mesures de fermeture temporaire qui sont prises, il n'est pas acquis que la structure redémarre. Quand elle redémarre, évidemment qu'on s'assure que ça se passe dans des conditions normales. Et deuxièmement, ces mesures de police administrative, elles sont toujours discutées. Il y a des principes de contradictoire et les choses se passent bien pour l'instant. Moi, je n'ai pas souvenir, dans toutes les mesures qui ont été prises par le passé, de troubles graves à l'ordre public. Ça n'est que l'affirmation des lois de la République. Alors à ce sujet, et d'un autre point de vue, pour incarner davantage les associations en question, un étudiant note que l'association Baraka City, mais on peut aussi parler du CCIF puisqu'il a été procédé à sa dissolution aujourd'hui, après qu'il s'était lui-même auto-dissous par ailleurs,
l'une et l'autre menaient, outre leur idéologie ou les propos incriminés du président de Baraka City, par exemple, qui ont justifié sa dissolution et qui ont été confirmés après le recours devant le Conseil d'État, menaient également des actions humanitaires. Et qu'en est-il des personnages et des personnes qui en bénéficiaient? Est-ce que ce paramètre a été pris en compte? Et est-ce que vous ne craignez pas que, par-delà la fermeture pour des raisons qui peuvent être justifiées, ne craignez-vous pas un potentiel mécontentement et des conséquences pour l'ordre public de ceux qui, peut-être en toute bonne foi, bénéficiaient de ces services? Alors, tout ça, ça s'explique. Vous savez, il suffit de lire les décrets de dissolution de ces structures, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ce sont des dissolutions des structures pour des motifs qui sont encadrés, prévus par la loi. Vous savez, il y a un article du Code de sécurité intérieure qui prévoit un certain nombre de motifs, et notamment chaque fois qu'il y a évidemment adhésion à des thèses terroristes, mais surtout aussi quand il y a la promotion de la haine, l'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination. Et force est de constater que pour ces structures-là, ces faits ont été constatés. Donc, par le président pour Baraka City, c'est ce qui apparaît très clairement dans son décret, dans le décret de dissolution. Pour le CCIF, qui lui avait une action parfois de défense juridique d'un certain nombre de personnes, même chose. On a pu avoir une condamnation, un manque de condamnation d'un certain nombre de propos tenus. Ces structures ont pu être parfois en relation avec des individus qui étaient connus comme appartenant à la mouvance de la radicalisation violente. Les propos qui ont parfois été tenus par l'une et par l'autre après des attentats ont parfois été pour le moins très confus, c'est un euphémisme, et quand il y avait des réactions sur les réseaux sociaux à ces propos restaient sur les réseaux sociaux, n'étaient pas condamnés, n'étaient pas retirés par la structure. Donc voilà, il y a des éléments objectifs qui ont fait que les conditions légales étaient remplies. Donc après, la question de savoir si ça va créer du mécontentement parce qu'il y avait des actions qui étaient menées notamment en matière humanitaire pour l'autre et en matière d'assistance juridique pour l'autre, c'est une question qui, face à la gravité du motif de fermeture, mais devient un peu secondaire. Alors maintenant, sur la loi elle-même, plusieurs questions portent sur les différentes lois qui sont en train d'être menées. Puisque, ça ne vous a pas échappé bien sûr, une autre loi, qui est la loi sur la sécurité globale, prévoyait dans son article 24 de prohiber le filmer des policiers et exigeait le floutage des visages des policiers. Elle a été très contestée par d'importantes manifestations, notamment la semaine dernière. Elle est actuellement en cours de réécriture. Et la rumeur publique veut que celle-ci, cet article 24, soit intégré dans la loi confortant les principes républicains. Par ailleurs, une autre loi contre les contenus haineux sur l'Internet, qu'on connaît sous le nom de loi Avia, a été, remarquent les étudiants, abondamment censurée par le Conseil constitutionnel. Et donc, les étudiants s'interrogent sur les critères selon lesquels sera jugée, en particulier, la teneur des propos incriminés. Et dans quelle mesure est-ce que la copie que va présenter le gouvernement sera la bonne. Par ailleurs, et pour compléter la question, la confusion entre l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, interdisant de filmer des policiers en action, et sur la loi confortant les principes républicains comme tels, ne risque-t-elle pas, à la fin des fins, de donner à cette loi qui conforte les principes républicains un tour ou un goût exclusivement répressif et de conforter, de ce fait, ceux-là même qui dénoncent en elle une dérive alarmante? Comment est-ce que vous voyez les choses à la fois dans l'articulation juridique entre les différentes questions et puis sur l'effet global qui est produit par la loi en préparation, puisqu'elle fait l'objet de contestations par des gens qui n'en connaissent pas forcément le contenu, et c'est aussi pour ça que nous voulons l'expliciter, mais qui s'interrogent sur son esprit.
Alors, d'abord, la dérive inquiétante, c'est surtout celle qui permet à des individus de diffuser des images de policiers. Et je ne parle pas des journalistes qui ne sont pas concernés par l'article 24, donc, qui a suscité beaucoup de débats ces jours derniers. La dérive inquiétante, c'est celle qui permet à des individus de diffuser des images de policiers et porte atteinte à leur intégrité physique ou psychique, parce qu'on diffuse des éléments d'identification qui vont faire qu'un certain nombre d'entre eux peuvent être menacés. C'est ça la dérive inquiétante. Ça, c'est la disposition qu'il y a dans le texte sur la sécurité globale. La dérive inquiétante, c'est celle qui permet à un certain nombre d'individus de diffuser des messages de haine en identifiant un certain nombre de personnes de manière très claire, en les désignant finalement comme des cibles, en tenant des propos haineux, des propos discriminatoires. Et donc on désigne, c'est ce qu'on appelle la haine en ligne. Et en plus, on désigne des cibles. Et c'est ça ce qu'il y a dans l'article 25 du projet de loi. C'est chaque fois qu'on va diffuser des éléments qui vont permettre de localiser, d'identifier une personne et qu'elle puisse être victime de violences. C'est ce qui s'est passé avec M. Paty. Je rappelle simplement ça. C'est ce qui s'est passé avec M. Paty, mais pas que. Pas que, vous savez, on a d'ailleurs le président de Baraka City, dont on parlait il y a quelques minutes, diffuse des messages qui permettent d'identifier, de localiser, des messages qui permettent de localiser, d'identifier, et d'ailleurs des actions pénales ont été engagées, des caricaturistes de Charlie, et notamment une journaliste dont je ne citerai pas le nom, mais qui a été concernée. C'est ça qui est absolument délirant. Et ces textes-là, ils visent à encadrer ce type de comportement. Alors, c'est sûr que... Donc ça, c'est le premier volet. Je tiens à le dire parce que, voilà, on essaie de prévenir des comportements qui sont extrêmement dangereux. Outre le fait, évidemment, que ça peut... et d'ailleurs, de fait, avec M. Paty, ça a conduit à un acte extrêmement violent. Donc voilà ce que visent à faire ces textes. Et ça n'est que cela. Alors, la réécriture de l'article 24 est en cours. Moi, je me garderai bien c'est pas mon rôle de savoir si ça atterrira sur un dispositif avec l'article 25. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, et le Premier ministre l'a rappelé, c'est évidemment, premièrement, de protéger les policiers dans ce genre de circonstances. Et l'objectif, il reste à atteindre. Il va falloir trouver un dispositif qui permet d'atteindre cet objectif qui est légitime. Vous savez que pour avoir été longtemps aux côtés des policiers dans ma vie professionnelle, et des gendarmes, je sais que cet objectif, il est légitime. Et l'autre objectif, c'est d'éviter que, par la haine en ligne, on puisse désigner des cibles. Alors là où effectivement, je rejoins ce que dit cet étudiant, enfin ce que disent ces étudiants, c'est qu'évidemment que caractériser la haine en ligne, c'est plus compliqué que le terrorisme. J'ai envie de dire, le terrorisme, c'est un petit peu plus simple. Bon, le contenu d'apologie terrorisme, l'adhésion au terrorisme, c'est facile. L'appel et la haine en ligne flirtent parfois avec la liberté d'expression. Et donc, il faut se donner évidemment le temps, aller très vite, mais se donner le temps d'analyser la différence entre un contenu haineux qui va tomber sous la réprobation de la loi, de ce qui va s'inscrire dans une liberté d'expression. Mais ça a toujours existé. L'histoire de l'appréciation de ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève de l'infraction pénale de la diffamation, ça a toujours existé et on a toujours appliqué les lois de la République en veillant à cette caractérisation qui soit la plus objective possible. Alors, si je peux me permettre d'insister, justement, l'un des grands problèmes est là, puisqu'il va falloir que cette loi soit acceptée, qu'elle passe en France. Vous savez aussi qu'elle fait l'objet d'une contestation importante dans un certain nombre de pays musulmans, dans la presse, un certain nombre de titres de la presse américaine qui se sont un peu spécialisés dans le French bashing. Qu'est-ce qui vous permet de penser que justement la rédaction de cette loi va permettre de ne pas être confronté aux mêmes difficultés qu'a rencontré la loi Avia? Et justement, toute la question, c'est celle de la définition de la teneur. Où est la ligne rouge? Comment est-ce qu'elle va pouvoir être définie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, écoutez, là, la question est un peu compliquée. C'est difficile pour moi de me prononcer comme ça sur savoir à partir du message, le contenu haineux. Mais, par exemple, vous avez le fait de diffuser des éléments qui critiquent un caricaturiste ou qui vont critiquer un fonctionnaire en considérant que ce fonctionnaire n'a pas de l'éducation nationale, n'a pas dans le cadre des cours
qu'il dispense à enseigner la liberté d'expression. Pour moi, il n'y a pas vraiment débat là-dessus. Il n'y a pas vraiment débat. Enfin, voilà. Le fait de donner des éléments qui permettent de localiser une caricaturiste, il n'y a pas vraiment débat. Et le fait d'avoir des propos qui insultent un groupe de personnes, propos haineux, qui appellent à la haine contre un groupe de personnes, les propos homophobes, les propos antisémites, je pense qu'il n'y a pas débat. Ça ira très vite pour savoir que ça ne relève pas de la liberté d'expression, que ça tombe sous le coup de la loi. Franchement, je ne peux pas vous en dire plus, mais je ne suis pas inquiet sur cette appréciation qui sera menée. Les propos homophobes, antisémites, qui mettent en danger la vie d'autrui, il n'y a pas vraiment de débat. Et vous savez que cette réflexion, elle est aussi menée, il faut bien l'avoir en tête. Vous citez d'autres pays qui sont peut-être plus réticents par rapport à l'approche qui peut être la nôtre. Mais enfin, cette approche, elle est aussi celle de tous les États membres de l'Union européenne. Et le président de la République, d'ailleurs, a annoncé qu'au Conseil européen, qui va se tenir en décembre, seront discutées les obligations que les textes européens veulent imposer aux plateformes d'avoir à mettre en place des dispositifs de détection des contenus haineux, être en capacité de les détecter, de les faire retirer, d'avoir des dispositifs qui permettent un peu de s'auto-administrer sous le contrôle de la puissance publique. Et donc, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, il ne faut pas le laisser à croire que nous sommes seuls dans ce combat qui est un combat qui vise à préserver ce que sont les valeurs de la démocratie française. Alors, dans un autre domaine maintenant, un étudiant s'interroge sur l'injonction qu'a donnée le président de la République au Conseil français du culte musulman, le CFCM, de créer un conseil des imams et une charte des valeurs républicaines. Cet étudiant estime que, on sait, dit-il, que le CFCM souffre, notamment chez les jeunes musulmans, d'un déficit, disons, de notoriété, pour ne pas dire de légitimité, selon lui. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les discussions au sein du CFCM au sujet de la création de ce Conseil des imams et quel est l'objectif de la demande du président de la République? Est-ce que l'isolement du CFCM n'est pas, selon cet étudiant, susceptible de rendre ces nouveaux dispositifs, s'ils sont acceptés, difficilement, finalement, acceptables par les communautés musulmanes et une libre opinion parue dans le quotidien Le Monde récemment de l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, d'une certaine manière, allait un peu dans le même sens en disant, au fond, les gens du CFCM, ce sont des laïcs au sens propre. Quelle légitimité ont-ils à nommer des imams qui seront simplement, qui leur seront soumis, alors que l'imam, lui, s'autorise de sa connaissance des textes et de son rapport aux textes. Donc est-ce que là, on n'a pas une dimension, disons, un peu bonapartiste du religieux qui sera difficile à faire passer? Comment est-ce que vous voyez les choses en essayant d'interpréter la question de cet étudiant? Alors, vraiment en essayant d'interpréter, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette question. Je crois que dans le combat que nous menons contre l'islam politique, en faveur finalement de la plupart des musulmans de France qui aspirent à ce qu'on puisse clairement les distinguer de ces mouvances, il y a une nécessité pour l'État d'avoir aussi une organisation de l'islam qui soit structurée. Ce qui n'est pas toujours très simple, puisque un certain nombre de mouvances islamistes ont toujours des liens avec des pays d'origine et c'est parfois un petit peu compliqué. Donc l'idée et le préalable à cette question, c'est que vous savez que le président de la République a demandé qu'on mette fin à ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire ces imams détachés depuis leur pays d'origine, qui sont toujours payés par leur pays d'origine. Et donc, on y mettra un terme progressivement, et à partir de 2024, ce sera terminé. Et donc, il faut que la religion, le culte musulman se structure librement, puisque nous sommes dans le cadre de la loi de 1905. Et donc, ces discussions, c'est au CFCM de s'organiser et de savoir créer effectivement un certain nombre d'instances représentatives d'abord, au niveau départemental si possible, c'est ce qui était souhaité pour que les préfets puissent avoir des interlocuteurs pour traiter de ces questions, et puis évidemment d'avoir un conseil des imams qui puisse parler de formation des imams, organiser les imams. Évidemment, l'État ne se mêle pas de ce genre de choses, enfin, c'est la loi de 1905 qui s'applique, mais la structuration de l'islam, c'est quelque chose qui est assez fondamental, au même titre que d'autres religions sont structurées, il y a des interlocuteurs. Après, la question de la représentativité de ces structures, bon,
elle laisse à désirer, y compris dans d'autres religions. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Ce qui compte, c'est d'avoir un islam qui soit structuré et qui puisse le faire de manière volontaire et qui puisse évidemment le faire seul. Donc c'est ça ce qui est recherché. Il ne faut pas y voir autre chose. Nous sommes en France, donc les cultes s'organisent évidemment librement, mais force est de constater que nous avons aussi besoin, que les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un islam mieux structuré, et c'est ce à quoi le président de la République a invité les représentants des différentes communautés. Alors, vous avez parlé à l'instant de l'islam consulaire. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre d'imams qui sont envoyés par des pays d'origine, salariés par ceux-ci, et qui diffusent une vision du religieux qui est propre à leur pays d'origine? Parce qu'il y a eu des évolutions importantes ces dernières années, en particulier la montée très significative en nombre des imams venant de Turquie, dans un contexte où le président Erdogan, bien sûr, mène la politique que l'on sait. Alors, je n'ai pas précisément les chiffres des imams qui sont détachés depuis leur pays d'origine. Pour les Turcs, je crois que ce sont 300 imams, mais on vérifiera effectivement ce chiffre. Mais voilà, il ne faut pas tout résumer non plus à ça. Donc couper le lien avec les financements du pays d'origine, c'est évidemment quelque chose d'important. Enfin, tout le monde peut comprendre que voilà, il faut qu'on ait un islam en France, avec des imams qui s'expriment en français, qui adhèrent à ce que sont les valeurs de la démocratie française, comme l'ensemble des représentants des autres cultes. C'est un peu l'objectif qui est recherché. Mais vous savez, je dis, il ne faut pas résumer, c'est effectivement un axe important, que de mettre un terme à l'islam consulaire. Mais tous les imams qui posent problème ne sont pas des imams détachés. On a des imams autoproclamés qui pratiquent parfois le culte dans des conditions assez rudimentaires et qui peuvent poser un certain nombre de problèmes également. Il ne faut pas résumer la difficulté aux imams détachés, mais en tout cas, il y sera mis un terme, ça c'est clair. Donc, Monsieur le ministre, combien y a-t-il aujourd'hui de mosquées, de lieux de culte musulmans en France? Environ 2500, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a environ 2500 lieux de culte musulmans. Alors, une étudiante pose une question d'un type qui est sa responsabilité, mais que je vous livre comme tel. Elle vous demande si le fait d'interdire certaines pratiques, comme par exemple les certificats de virginité, à l'article 16, ou d'émettre une réserve générale contre la polygamie, ne risque pas d'être contre-productif, voire néfaste, si les pratiques en question se poursuivent dans la clandestinité, aggravant ainsi, selon elle, la violence psychologique ou physique subie par les femmes qui doivent s'y soumettre. Alors, ces pratiques, d'abord, la réserve polygamie, c'est une réserve générale pour l'attribution de titres de séjour. L'interdiction des certificats de virginité, le but, c'est d'éviter un contrôle social, d'imposer un certain nombre d'obligations. D'abord, c'est interdit, et le but, c'est évidemment d'éviter que ce contrôle social se poursuive et que cette contrainte soit exercée. Alors, la question que vous posez de savoir si ces pratiques vont se poursuivre dans la clandestinité, non, puisqu'elles seront interdites. Et c'est un signal fort qui est donné qu'au sein de la République française, ces pratiques n'ont pas existé, ne seront pas tolérées. Alors, peut-être pour conclure et faire le lien également avec ce qu'a dit le professeur Rougier tout à l'heure, et peut-être pour lui donner la parole après vous, pour clore cet entretien, une question plus générale. L'assassinat de Samuel Paty, précédé par la tentative de meurtre sur 2 personnes prises à tort pour des journalistes de Charlie Hebdo, suivi d'un attentat qui comporte encore une grande part d'ombre à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, avec 3 victimes après qu'un clandestin tunisien ait à peine passé la frontière franco-italienne. Tout cela, donc, Bernard Rougier l'a évoqué tout à l'heure, représenterait une sorte de 4e génération du djihadisme, après celle de l'Afghanistan et de ses suites de 79 à 97, qui étaient soutenues par les États du Golfe et par la CIA. Puis ensuite la génération d'Al-Qaïda, 2G,
98-2005 à peu près, qui avait une organisation pyramidale, et enfin celle de Daesh, qui était de type réticulaire et qui s'est appuyée jusqu'en 2019 à peu près sur un califat voyou. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et Bernard Rougier éventuellement, une nouvelle phase, celle à laquelle on est confronté, se traduirait donc par cette espèce de djihadisme, disons, d'atmosphère, qui a été créé, et l'expression de Bernard Rougier, par des entrepreneurs de colère, ciblant des causes, par exemple les caricatures du prophète ou des individus spécifiques, le regretté Samuel Paty et un certain nombre de personnes ciblées qui ont fait que justement des mesures ont été prises pour dissoudre l'association dont le président ciblait des individus. Tandis que d'autres personnes qui, elles, ne sont pas directement impliquées dans l'entrepreneuriat de la colère, eux, passent à l'acte. Donc, est-ce que ces hypothèses vous semblent une bonne manière de penser le phénomène aujourd'hui, puisque l'un des problèmes du renseignement en France et à l'étranger ces dernières années, c'est que bien sûr, la mutation des structures fait que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, le voleur est toujours en avance sur le gendarme, sinon il n'y aurait pas de voleur. Et il a fallu pas mal de temps pour que on comprenne que le modèle Al-Qaïda n'était plus opératoire. Et on a compris que Daesh fonctionnait de manière réticulaire à travers les réseaux sociaux. Ça s'est traduit par un investissement énorme dans les machines à casser les codes, les contrats passés avec une société américaine dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les services de renseignement sont adaptés à ce nouveau type de menaces, hein, est-ce que, d'après vous, il commence avec l'affaire, les affaires qu'on a connues cet automne? Est-ce que d'ores et déjà l'affaire Michael Harpon à la préfecture de police à la fin de l'année précédente n'était pas un premier élément, un peu comme l'affaire Mera avait été un précurseur de Daesh? Comment voyez-vous les choses? Et des étudiants remarquent par ailleurs que le projet de loi lui-même ne comporte pas de dispositions concernant le renseignement. Oui, alors vous avez raison de souligner que la menace, elle a évolué parce que les catégories de djihadistes qui sont passés à l'action sont plus les mêmes qu'avant. Mais ceux qui sont passés à l'action en 2015, ces groupes provenant de Syrie, Irak et l'État islamique, ils existent toujours, hein. Il ne faut pas penser que parce qu'on a eu des attaques de la mouvance endogène d'individus qui n'étaient pas connus, qui sont passés à l'action de manière très rapide, ce ne sont pas une suite il n'y a pas une suite, des catégories qui se succèdent de djihadistes. Vous avez toujours une interaction et un tuilage, voilà. Et ne serait-ce que parce que les prisons françaises aujourd'hui sont pleines de gens qui viennent de Daesh ou d'Al-Qaïda et dont un grand nombre sont libérables. Voilà, évidemment. Et puis vous avez des combattants sur zone qui sont toujours animés des mêmes velléités de mener des actions comme celle de 2015. Et là-dessus, les services de renseignement, évidemment, sont extrêmement efficaces. En travaillant avec les partenaires étrangers, il y a le travail que font les services intérieurs, dont la DGSI, mais la DGSE aussi à l'étranger, avec ses partenaires et ses individus, évidemment, ils sont suivis de très près. Ceux qui sont passés à l'action, et si l'on prend les dernières attaques, les 7 dernières attaques dont nous avons été victimes sur le territoire national, sont des individus qui étaient relativement isolés, voire totalement isolés, qui n'étaient pas connus, encore une fois, et qui passent à l'action de manière extrêmement rapide. Alors, est-ce que les services de renseignement sont préparés à ça? En tout cas, ils y travaillent, mais ça devient de plus en plus difficile à détecter. Et vous avez un élément sur les 3 dernières attaques qui vient compliquer cette détection. C'est que manifestement, dans les 3 dernières attaques, les assaillants motivent leur acte, certes en s'inspirant de la propagande de l'État islamique dans le passage à l'acte, mais aussi par le blasphème, ce qu'ils considèrent être l'atteinte au prophète et qui n'acceptent pas la liberté d'expression. Il y a ce passage à l'acte violent qui est lié au contexte. Donc, évidemment que ça rend le service des travails de renseignement beaucoup plus difficile, mais ce travail il se poursuit et en essayant de détecter les signes de radicalisation. Mais ce travail, il est plus global, j'ai envie de vous dire, et c'est presque un mot de conclusion. C'est aussi parce qu'on fera et on combattra durement l'islam politique, cet islam séparatiste, en disant que les messages qu'il prône ne sont pas normaux, que certains d'ailleurs tombent sous le coup de la loi, et c'est aussi parce que l'ensemble de la société
française, l'ensemble de la République française, va adhérer au fait que nous n'avons pas à tolérer ces comportements, que quelque part, on lutte aussi contre les dérives violentes. Et je rappelle que M. Samuel Paty a été assassiné par un individu qui appartenait certes, on peut le dire, à la mouvance endogène, qui certes s'était radicalisé très rapidement quand même, hein, malgré ce qui a pu être vu, écrit, il s'est radicalisé très rapidement, il n'était pas connu des services, il est passé à l'acte sur une cible qui lui avait été désignée par l'islam politique, et pour des raisons qui sont parfois portées par l'islam politique. Et donc le combat que nous menons contre l'islam politique et contre ces formes de séparatisme qu'il génère, c'est aussi un combat contre le terrorisme, et il ne faut pas penser que la lutte et la victoire contre le terrorisme ne relèvera que des services de renseignement, ça serait trop réducteur, injuste, et c'est un combat qui doit mobiliser toute la société. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais me tourner maintenant vers le professeur Bernard Rougier pour le mot de la fin et pour peut-être une mise en perspective globale de cette loi dans ses aspects induits et dans les effets pervers que certains lui soupçonnent, lui prêtent, par rapport à l'analyse que vous faites de la situation sur le terrain avec vos équipes et vos étudiants. Oui, alors il faut s'attendre, elle a déjà commencé, à une très grande mobilisation contre la France, contre cette loi qui est déjà décrite comme une loi islamophobe, comme une persécution des musulmans. Et des militants islamistes connus qui sont déjà en train de dire que la mère des batailles est engagée sur l'islam et sur la laïcité, le combat final, et qu'il a lieu en France, qui est le pays créateur de la laïcité. Donc je crois qu'il faut s'y préparer. Que cette loi ne pourra pas avoir du succès si elle n'est pas relayée par la société civile, et à commencer par les intéressés eux-mêmes. Que paradoxalement, cette loi va être décrite comme liberticide, alors qu'elle a pour but de rétablir de la liberté, de la pluralité dans les quartiers précisément. Et que s'il n'y a pas ce relais de la base vis-à-vis de la loi risque d'être vécue comme une loi venant du haut et autoritaire. Et c'est le grand défi. Donc il faudra, entre guillemets, que les acteurs de la société civile soient capables de la relayer et de l'expliquer. Et il y a un autre enjeu qui est évidemment soulevé par la loi également, c'est la pluralité dans le milieu de l'enseignement, de la recherche. L'université est également menacée par des courants idéologiques, indigénistes ou islamistes, qui limitent sa liberté. Et j'allais dire, un autre enjeu, c'est celui de la recherche. Et précisément, il faut que l'État garantisse la pluralité de la recherche et la capacité, pour maintenir notre capacité à étudier ces phénomènes de manière autonome. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur le Professeur et chers collègues, pour ce débat très riche et très dense, qui sera destiné dans un premier temps aux étudiants du Master Moyen-Orient Méditerranée de l'École normale supérieure, mais également à tous nos correspondants sur les réseaux sociaux et également à un public plus large, pourquoi pas à la représentation nationale et à nos amis de France et de l'étranger, afin que l'évaluation et le débat sur cette loi puissent s'effectuer dans la plus grande sérénité. Merci encore pour votre écoute.